Et si tout basculait en 2026? Attention, ce qu'on va explorer ensemble, ce n'est pas une prédiction, hein. C'est un scénario, une sorte de wargame si on veut, basé sur des analyses géopolitiques sérieuses pour imaginer une crise majeure. Ok, on y va. Tout commence là. Une date, 1er mars 2026. Imaginez la scène. Les chaînes d'infos en continu du monde entier, elles s'emballent, c'est l'alerte générale. Et voilà l'étincelle. La nouvelle qui tombe comme une bombe. Le guide suprême de l'Iran est mort. C'est le résultat de frappes militaires menées quelques heures plus tôt. Et là, d'un seul coup, tout le jeu géopolitique du Moyen-Orient vient d'exploser. Alors, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est comment? Comment a-t-on pu en arriver là? Pour le comprendre, il faut qu'on rembobine un peu. Parce que bien sûr, une crise pareille, ça ne sort pas de nulle part. Il y a un déclencheur bien précis, un détonateur. Et ce détonateur, il a un nom, le breakout nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est le moment où les experts estiment qu'un pays a assez de matière enrichie pour fabriquer sa première bombe. C'est la ligne rouge absolue. En fait, c'est un cocktail explosif. D'un côté, on a l'Iran qui a franchi cette fameuse ligne rouge nucléaire. De l'autre, le guide suprême est très âgé, sa santé décline, ce qui crée une énorme incertitude sur sa succession. Et au milieu de tout ça, une frappe préventive menée par les États-Unis et Israël, une frappe qui, dans ce scénario, tourne mal et provoque la mort de Khamenei. Et voilà, le premier domino tombe. La mort du guide déclenche une réaction en chaîne, immédiate. La toute première conséquence, c'est une riposte militaire iranienne et elle est fulgurante. Et attention, il faut tout de suite oublier les images des guerres du XXe siècle. Cette riposte, c'est autre chose. On entre de plein pied dans ce que certains appellent déjà la guerre du futur. Alors comment ça se passe, concrètement? D'abord, et c'est le scénario le plus probable, des missiles balistiques s'abattent sur Tel Aviv. Presque en même temps, une cyberattaque massive, un blackout généralisé en Israël. Puis, le conflit s'étend à l'économie, des frappes sur les terminaux pétroliers saoudiens. Et enfin, le coup de massue, la fermeture du détroit d'Ormuz. On voit bien le changement radical de champ de bataille. Fini le temps des armées de tanks et de soldats qui s'affrontent. Là, on parle d'essaims de drones, d'armes à énergie dirigées pilotées par des IA, de virus informatiques, capables de paralyser un pays entier sans tirer un seul coup de feu. Mais là où le scénario devient vraiment vertigineux, ce n'est pas tant la guerre contre l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Le pays est au bord de l'implosion. Finalement, le plus grand ennemi de l'Iran, eh bien, c'est lui-même. Sans le guide suprême, c'est un vide total au sommet du pouvoir. Et là, tout est possible. Les analystes tablent sur plusieurs scénarios, tous très probables. Une guerre civile, par exemple, entre les gardiens de la Révolution et l'armée régulière. Un coup d'État militaire. Une révolte populaire qui prend de l'ampleur. Ou, le pire peut-être, une balkanisation, l'éclatement du pays en plusieurs mini-États ethniques. Et les analystes insistent sur un point crucial. Ce qui pourrait tout faire basculer, ce n'est pas seulement la politique. Non, les vrais déclencheurs de la révolte finale, ce sont des choses beaucoup plus concrètes. L'hyperinflation qui rend la vie impossible et, surtout, la crise de l'eau. Quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de loyauté. Évidemment, un tel effondrement au Moyen-Orient, ça ne peut pas rester local. L'onde de choc, elle, est instantanée. Et elle est mondiale. Pour bien mesurer l'impact, il y a un chiffre, un seul, $180. C'est le prix que le baril de pétrole pourrait atteindre. Pourquoi? Parce que la fermeture du détroit d'Ormuz, eh bien, ça revient à couper l'une des artères principales de l'économie mondiale. C'est l'asphyxie. Et les conséquences de ça, elles sont directes. D'un côté, une récession mondiale, c'est presque une certitude. De l'autre, et c'est encore plus grave, une très forte probabilité de famine dans les pays en développement. Pensez-y, le coût du transport explose, le prix des engrais aussi, c'est une catastrophe humanitaire annoncée. Et dans ce chaos, les cartes sont complètement rebattues. Un nouvel ordre mondial se dessine sous nos yeux. On pourrait voir naître une sorte d'OTAN du Moyen-Orient, avec Israël et les pays du Golfe. La Turquie pourrait s'imposer comme le nouvel arbitre régional. La Chine, elle, avancerait ses pions pour sécuriser son énergie. Et les États-Unis, ils continueraient leur retrait. Le monde a changé, littéralement. Ce qui nous amène à la grande question. La question à 1 million. Est-ce que tout ça, ce chaos mondialisé, c'est la Troisième Guerre mondiale? Eh bien, selon cette analyse, pas exactement. On propose un nouveau concept pour décrire ce phénomène, la guerre mondiale fragmentée. Et le mot-clé à retenir, c'est fragmenté ou systémique. La différence est saisissante. La guerre mondiale classique, on imagine des blocs bien définis, des fronts géographiques, des soldats et des tanks. La guerre fragmentée, c'est tout autre chose. Les alliances sont mouvantes. Les fronts ne sont plus sur une carte. Ils sont dans les systèmes, la finance, le cyber, l'énergie, l'information. Les armes, ce sont les drones et les données. Il y a une citation dans l'analyse qui résume tout ça à la perfection. Nous ne sommes pas dans la Troisième Guerre mondiale des soldats, mais dans la première grande guerre de la transition. Tout est dit.
Il ne s'agit pas de conquérir un territoire, mais de façonner le monde de demain. Et ça nous laisse sur une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si le champ de bataille est désormais partout, dans la finance, dans l'info, dans l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire être en sécurité dans le monde de 2027 ? Voilà peut-être le véritable enjeu que ce genre de scénario nous force à regarder en face.